Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 27, loi sur l'économie sociale. Alors, je souhaite la bienvenue à nos invités, qui sont le Collectif des entreprises d'insertion du Québec. Alors, pour les fins d'enregistrement, je vous demande de bien vouloir vous présenter. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Alors, je vous invite, M. Gravel et Mme Beaulieu, à prendre la parole. Bonjour. Merci. Alors, merci de nous recevoir. Je suis Agnès Beaulieu. Je suis directrice générale d'Insertec Angus, une entreprise d'insertion à Montréal. Et je suis ici en qualité de présidente du conseil d'administration du Collectif des entreprises d'insertion du Québec. Et je suis accompagnée de Richard Gravel, qui est directeur général du Collectif des entreprises d'insertion. Alors, vous avez 10 minutes, Mme Oui. Beaulieu. Alors, écoutez, c'est tout un honneur d'être reçu par la Commission, surtout quand on passe tout de suite après le chantier de l'économie sociale. Alors, écoutez, le collectif, c'est un regroupement, on dit le collectif des entreprises d'insertion du Québec, c'est le regroupement de 50 entreprises d'insertion qui sont présentes dans 13 régions du Québec. Ces 50 entreprises-là représentent environ 90% de toutes les entreprises d'insertion qui sont reconnues au Québec. Alors, ça représente 3000 travailleurs et travailleuses en formation chaque année dans 60 domaines d'apprentissage avec des taux de réussite d'insertion à l'emploi qui dépassent 75%. C'est aussi 1000 employés permanents, 87 millions de dollars de chiffre d'affaires et c'est une expertise qui, je pense qu'on peut dire, sans fausse modestie, là, qui est largement reconnue. Ces entreprises-là, ce sont vraiment, elles ont une mission première qui est l'insertion sociale et l'intégration professionnelle de personnes en difficulté face à l'emploi, donc qui sont éloignées du marché du travail et les entreprises d'insertion utilisent le médium de l'entreprise authentique, donc une entreprise qui produit des biens et des services dans différents domaines d'activité et une entreprise qui est à but non lucratif, qui est issue de sa communauté, qui est démocratique et qui est vraiment au cœur du développement local et régional. Donc, ces entreprises-là sont des passerelles vers l'emploi, donc elles offrent un parcours de formation, d'intégration avec un encadrement qui permet à ces personnes ensuite d'intégrer le marché du travail. Alors, donc, nous sommes vraiment au cœur d'un réseau de partenaires, que ce soit des gens issus du milieu syndical, communautaire, éducatif, associatif, et nous travaillons vraiment au développement de notre communauté. L'État, bien sûr, investit de l'argent dans ces entreprises-là, non pas pour notre volet commercial, mais pour notre volet d'insertion à l'emploi. Et cet argent-là, en fait, il a été prouvé, il a été démontré par une étude d'impact socio-économique réalisée par un économiste, qu'en fait, les 36 millions de dollars qui avaient été investis en 2008 avaient déjà généré, au moment où on se parle, un gain net de plus de 18 millions de dollars par toutes les retombées économiques de ces entreprises-là. Bon. Alors, voici qui nous sommes. Nous sommes membres du chantier de l'économie sociale et de différents regroupements. Et nos membres, en fait, nous ont délégués aujourd'hui pour vous parler. D'abord, pour vous dire que nous sommes très heureux de ce projet. Et nous saluons vraiment cette avancée-là qui est majeure pour nous parce que les entreprises d'insertion existent depuis plus de 25 ans au Québec. Et pour nous, c'est très important, cette reconnaissance-là. C'est très important aussi d'avoir une définition qui est inclusive. Donc, nous souscrivons à cette définition-là. Avec peut-être un léger bémol, nous aurions aimé voir intégrer dans la définition, en fait, cet élément qu'on retrouve dans le considérant du début, qui est que l'entreprise est issue de la mobilisation des personnes qui se sont regroupées pour produire des biens et des services, contribuant au bien-être de leur collectivité. Pour nous, c'est un élément qui permet de qualifier l'économie sociale et de la distinguer d'autres types d'associations. Nous sommes vraiment tout à fait en appui à la limitation qui est prévue aussi à l'article 3, au deuxième alinéa, pour exclure les organismes qui sont sous contrôle
d'organismes publics. Mais nous souhaitons qu'on exclue aussi directement, explicitement, les entreprises qui sont contrôlées par des tiers à but lucratif, on ne parle pas de coopérative dans ce cas-là, on s'entend, et que ça ne soit pas donc assimilé à l'économie sociale. Bon. Nous pensons d'autant plus que c'est important parce qu'actuellement, la loi sur les compagnies est une loi désuète qui a besoin de révision, en fait, et nous croyons qu'il y a des confusions entre ces différents types d'organismes à but non lucratif et qu'il serait important d'ailleurs, et c'est ce que nous recommandons, qu'il y ait un processus de consultation pour mener à l'adoption d'une loi qui distinguerait clairement les organisations à but non lucratif qui sont collectives et démocratiques d'autres types d'organismes à but non lucratif. Bon. Alors, j'enchaîne un petit peu tout de suite sur ce qui concerne la responsabilité ministérielle et gouvernementale. En fait, nous sommes heureux de cette vision qui est globale, qui est englobante, mais nous souhaitons que ce soit indiqué clairement à l'article 8, cette obligation d'avoir des éléments de suivi et de reddition de compte du plan d'action à date déterminée. Et nous voudrions aussi que le ministre responsable puisse demander des rapports spécifiques aux autres ministères, parce qu'on sait que ça va se jouer dans les autres ministères. Bon. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous saluons vraiment l'audace de la portée du présent projet de loi, qui touche un ensemble de ministères, d'organismes, d'entreprises d'État. Mais là, on a une petite préoccupation qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'en fait, cette action-là, elle couvre aussi les tiers qui se retrouvent à recevoir des mandats des différents ministères. Et je vais prendre un exemple très clair, je crois, pour la plupart d'entre vous. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, qui, avec son règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, donc avec les programmes de responsabilité élargie des producteurs, transfère aux producteurs le mandat de devoir gérer les produits, donc de donner les contrats. Et à ce moment-là, on a constaté déjà, dès le début de l'attribution de ces programmes-là, on a constaté que des entreprises d'économie sociale s'étaient vues retirer des marchés qu'elles avaient historiquement développés. Donc, on ne voudrait pas que la loi cadre fasse la promotion d'une part de quelque chose qu'en même temps on retire de l'autre main. Alors ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important et c'est important également de pouvoir adapter les programmes existants pour s'assurer que les entreprises d'économie sociale aient accès à toutes les mêmes facilités que les entreprises à but lucratif, ce qui veut dire dans certains cas, et c'est un peu comme dans le cas des programmes d'accès à l'égalité, il faut non seulement ouvrir, mais il faut aussi être en mesure d'adapter, de faire les modifications nécessaires au programme pour qu'il puisse devenir vraiment non seulement accessible, mais utile aux entreprises d'économie sociale. Et on prend l'exemple des crédits d'impôt remboursables, par exemple, qui, dans le cas des entreprises d'économie sociale, pourraient se transformer en contribution financière. Bon. Alors, j'aimerais qu'on parle rapidement de l'accessibilité au marché public et du maintien du gré à gré. La question des clauses sociales, elle a été abordée tout à l'heure. Ces clauses-là doivent clairement favoriser les éléments qualitatifs et les impacts sociaux plutôt qu'une approche du plus bas coût. Et ça, on a des exemples, en fait, on pourra les partager avec vous, qui font en sorte que les entreprises d'économie sociale perdent des marchés. Alors, on pense qu'il faut aussi maintenir la possibilité de conclure des ententes de gré à gré et malheureusement, c'est un petit peu en train de s'effriter actuellement, toute cette question du gré à gré au profit des appels d'offres publics, ce qui est bien aussi, mais il faut pouvoir maintenir les deux. Et c'est pour ça que nous recommandons que les deux types de modes contractuels soient clairement présents dans la loi cadre et que, à l'article 11, dans le mandat de la table des partenaires, on inclut clairement la surveillance des impacts de l'ouverture des appels d'offres aux organismes à but non lucratif en s'assurant du maintien des ententes de gré à gré et qu'il y ait une vigie pour s'assurer qu'il y a
effectivement, obtention de nouveaux marchés publics, donc que la loi permet le développement de l'économie sociale. Je termine rapidement. Oui, c'est ça. Alors, dernier point, je voulais juste préciser toute la question de la confusion possible entre les contrats publics et les services d'aide aux individus. Il y a une partie de la mission des entreprises d'économie sociale qui est d'offrir des services à la collectivité. Et dans le cas des entreprises d'insertion, cette mission est clairement une mission d'aide et d'accompagnement à des personnes exclues du marché du travail. Ça ne peut en aucun cas être assimilé à un contrat de fourniture de biens ou de services. Donc, pour nous, c'est très important d'établir une distinction entre les activités commerciales et les services que nous offrons à des personnes démunies, à la collectivité. Donc, on voudrait clairement que la loi distingue les activités non marchandes qui sont fournies par les organismes d'économie sociale aux collectivités et qui sont financées par l'État et qu'on puisse distinguer, qu'on n'applique pas des critères qui sont les mêmes que pour celles des activités commerciales. Ça ne peut pas faire l'objet de marchandisation. Alors, et non. Donc, je vous termine en vous disant un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, bien, tout simplement vous dire qu'au nom des 50 entreprises membres, nous vous remercions vraiment de l'attention que vous porterez à nos recommandations et puis que nous sommes vraiment heureux de voir l'arrivée de cette loi cadre. Merci. Alors, merci, Mme Beaulieu. Alors, je vous remercie pour votre présentation. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Alors, je vais laisser la parole à M. le ministre. Oui, alors merci beaucoup, Madame Beaulieu et Monsieur Gravel. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Ça fait plaisir également surtout de lire et d'écouter vos commentaires parce que on sent qu'ils ont été mûrement réfléchis. Ce sont le résultat de plusieurs années de pratique de l'économie sociale sur le terrain, comme on dit. J'aurais beaucoup de questions, mais à date, depuis qu'on a commencé nos travaux, je sens qu'on se complète beaucoup. Une fois, quand je manque de temps, l'opposition prend le relais, vu que j'ai bien mis la table et que l'opposition reconnaît ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Même le député de Beauce-Nord, dans ses 3 ou 4 minutes, toujours très pertinent. Alors, c'est intéressant dans ce sens-là. Donc, je veux juste, pour commencer, bien comprendre, quand vous dites que vous proposez que la loi s'applique aux organismes mandataires des instances publiques, pouvez-vous nous en dire un peu plus, là, ce que vous entendez précisément par ça et qu'est-ce que vous souhaitez corriger par cet amendement? Madame Beaulieu, oui, on vous laisse de la parole. Oui, nous, en fait, c'est le tiers de nos membres dans les entreprises d'insertion. En fait, nous avons le tiers des entreprises membres qui travaillent en gestion des matières résiduelles. Comme vous le savez fort probablement, il y a un règlement qui a été adopté il y a 2 ans de cela, bientôt, et qui fait en sorte que progressivement, de plus en plus de matières résiduelles vont être régies par des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Ce qui fait qu'auparavant, ce qui appartenait à des marchés publics ou à des décisions vraiment gouvernementales est maintenant transféré à un organisme à but non lucratif qui est composé de producteurs et qui, lui, a pour mission, en fait, de mettre en place un programme de récupération et de le gérer pour le mieux, bien entendu, mais qui va déterminer à qui les contrats vont être attribués. Et une association de producteurs n'a pas nécessairement le même désir de prendre en compte des clauses sociales ou le développement d'une communauté ou l'importance de créer des emplois ou l'importance d'insérer des personnes en difficulté ou des personnes handicapées. Alors, c'est ce qui fait en sorte que des entreprises d'économie sociale déjà par l'application de certains programmes, et je peux nommer par exemple celui des produits électroniques, ont perdu des marchés qu'ils avaient depuis de nombreuses années et sont en extrême difficulté financière. Alors, c'est assez important parce que plus des marchés vont s'ajouter, en fait, plus il va y avoir de produits. Bientôt, là, on a déjà les produits électroniques, les piles, on va avoir bientôt les électroménagers, on aura éventuellement le textile. Chacun de ces produits-là implique
qu'il y a de nombreuses entreprises d'économie sociale qui travaillent dans leur communauté dans toutes les régions du Québec. Et si tout ça s'effrite, en fait, bien, la loi cadre ne s'appliquera pas. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour faire en sorte que le gouvernement puisse aussi exercer une vigilance quand il transfère des pouvoirs à des organismes autres, que les mêmes règles de préoccupation de l'économie sociale puissent s'appliquer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Monsieur le ministre. Je comprends qu'il y a effectivement, on en connaît tous, là, beaucoup d'entreprises d'insertion qui sont justement sur la récupération, la réutilisation. Et je comprends que vous vous retrouvez un peu vous subissez les dommages collatéraux de décisions prises ailleurs et qui affaiblissent le réseau d'économie sociale dans ces domaines-là. C'est ce que je comprends bien. Madame Beaulieu? Oui, on peut le dire comme ça, mais en fait, ça allait plus loin. Ça allait de dire qu'à partir du moment où un gouvernement adopte une loi pour faire la promotion, reconnaître les économies sociales et la promouvoir, ce serait vraiment dommage que ce qui est fait d'un côté soit sapé. Parce qu'en même temps, on est en train de diminuer l'impact de l'économie sociale en gestion des matières résiduelles d'une autre façon. C'est ce que je voulais dire par là. Le ministre. Oui. Vous dites dans votre mémoire que des clauses sociales devraient être intégrées dans le projet de loi. On en a parlé rapidement tout à l'heure justement avec le député de Beauce-Nord avec le chantier de l'économie sociale. Pouvez-vous nous définir un peu plus ce que vous entendez, vous, de votre côté, dans les clauses sociales par rapport, j'imagine, aux critères d'adjudication, justement, des contrats, un peu par rapport à ce que vous venez de dire, par exemple? Alors, à quoi pourraient ressembler ces clauses sociales? Monsieur Gravel? Oui. En fait, ce qu'on comprend, c'est que quand on arrive dans un processus, notamment les processus d'appel d'offres, on pense que ça serait intéressant que, au niveau des clauses qu'on rajouterait, considérerait, dans le fond, les impacts sociaux, les impacts aussi de développement local, parce que, dans le fond, quand on va en appel d'offres, si on va simplement sur le plus bas prix, on ne tient pas nécessairement compte d'un ensemble de considérants qui sont les impacts indirects des organisations d'économie sociale. Dans le cas des entreprises d'insertion, c'est clair qu'il y a des retombées économiques qui sont nettes par rapport à la création d'emplois, mais aussi par rapport à tout, dans le fond, l'adaptation de la main-d'œuvre, fournir de la main-d'œuvre à des employeurs. Et ça, dans le fond, pour l'État, c'est une plus-value qui devrait être prise en considération quand on va dans les appels d'offres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, dans le fond, par rapport aux clauses sociales, ça devrait être considéré, dans le fond, sur l'ensemble des impacts. Et ces clauses sociales-là pourraient s'appliquer aux entreprises d'économie sociale, mais aussi aux entreprises qui soumissionneraient pour des appels d'offres, dans mesure où, indirectement, soit ils feraient affaire avec des entreprises d'économie sociale, ou ils bonifieraient leurs pratiques, puis de façon globale, pour l'État, ce serait un plus. Merci. Monsieur le ministre. Oui, vous proposez également à la page 7 de votre mémoire qu'il soit clairement indiqué que les activités non marchandes fournies par les organismes d'économie sociale ou collectivités financées par l'État ne puissent être soumises aux mêmes critères que les autres activités commerciales. Elles ne peuvent donc faire l'objet de marchandisation, notamment par le biais d'appels d'offres publics. Alors, là, je veux dire, c'est aussi, d'une certaine manière, une autre façon, je dirais, d'intégrer des clauses sociales. Ouais, Monsieur Gravel. Oui, à ce niveau-là, on va beaucoup plus loin que la clause sociale. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est, dans le cas des entreprises d'insertion, je vais vous parler parce que c'est vraiment le cas qu'on connaît le mieux, mais dans le cas d'économie, au niveau de l'économie sociale, il y a d'autres types d'entreprises d'économie sociale qui répondent à des missions aux individus. Alors, les entreprises d'insertion offrent des services de formation, d'accompagnement aux personnes éloignées. Depuis la création d'Emploi Québec, les ententes conclues sur le volet insertion au marché du travail et formation, dans le fond, ont été développées en partenariat dans un cadre de financement qu'on nomme à coût réel, dans le fond, ce qui veut dire que l'entreprise d'insertion, dans le fond, va venir, dans le fond, se faire rembourser le coût direct des services qu'il a offerts aux individus.
Et toute la définition de ces besoins-là des individus se fait aussi en collaboration avec Emploi Québec, donc avec le gouvernement. Et ce qu'on se dit, c'est que dans le cadre d'un organisme, d'une entreprise d'économie sociale dont la mission d'offrir les services aux individus se fait via des fonds publics, mais ces fonds publics-là, dans le fond, le cadre contractuel ne peut pas répondre à la question d'appel d'offres parce qu'on participe à la détermination des besoins, parce qu'il y a là aussi une entente de partenariat qui a été préétablie de l'ordre de dire, bien, dans le fond, l'objectif de l'entreprise d'insertion, c'est la réinsertion du maximum de personnes. Nous autres, on s'engage comme entreprise d'insertion à réinvestir l'ensemble de nos surplus au service de la mission. Donc, on voit un peu mal comment les appels d'offres ou le cadre traditionnel, puis même de venir marchandiser, dans le fond, les services aux collectivités, pour nous autres, ça nous apparaît un peu incongru. Alors, merci, M. Gravel. Je vais passer la parole à M. le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Mme la Présidente. Je vous ai entendu parler de tout le dossier du recyclage de produits électroniques. On appelle ça, en fait, c'est l'ARP, l'Association des recycleurs de produits électroniques. Et je me rappelle du début de tout ça parce que j'étais ministre à ce moment-là. Et j'ai entendu les doléances, justement, d'entreprises d'insertion ou de réinsertion sociale par rapport aux produits électroniques qui se sentaient, dans le fond, presque de facto exclus du groupe de l'ARP. Et je me rappelle à l'époque, j'avais eu des discussions, parce que ça, c'est via Recycle Québec. On avait eu des discussions avec les gens de Recycle Québec, on a dit il faudrait que les gens de l'ARP ouvrent leurs portes aux entreprises d'insertion. Et il m'avait dit que ce serait fait. Donc, ce que j'entends 6, 7, 8 mois plus tard, c'est que finalement, ça ne s'est pas réglé du tout. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Madame Beaulieu? Oui, M. Breton, vous avez bien entendu. Oui. Okay. Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques? Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà considérant, et là, je vous le dis de façon très directe, comment c'était le bordel quand ça a commencé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et je pense que il va falloir jeter un coup d'œil là-dessus sérieusement, Monsieur le ministre, pour s'assurer d'arrimer tout ça ensemble, parce que c'est drôle, je vois une espèce de relation entre, quand on parle, par exemple, vous savez, mon domaine de prédilection qui est l'énergie, c'est qu'on ait des blocs d'énergie communautaire. Je pense qu'il y a un aspect dans ce que vous faites qui participe justement à la protection de l'environnement, qui est aussi une protection aussi du communautaire. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans ce domaine-là, mais j'aimerais ça qu'on se reparle de ça après la commission parlementaire. Madame Beaulieu, avez-vous un commentaire à émettre ou il y avait... Oui, simplement, je pense que vous avez bien compris le sens de mon intervention. En fait, c'est que nous ne sommes pas contre le principe de la responsabilité élargie des producteurs, mais c'est vraiment une préoccupation. Et c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, de s'assurer qu'on ne fait pas d'une main ce qu'on défait de l'autre. Et c'est un peu ce qui risque de se produire. Le député de Sainte-Savoie? Alors, est-ce que, M. le ministre, il y a autre chose ou si on... D'accord. Oui. Alors, je vais repasser la parole à M. le ministre. Oui. Alors, vous dites également à la page 6, l'avant-dernier paragraphe, nous proposons que l'énoncé du mandat de la table des partenaires à l'article 11 inclut clairement la surveillance des impacts de l'ouverture des appels d'offres aux organismes à but non lucratif, en s'assurant du maintien des ententes de gré à gré de l'obtention des nouveaux marchés publics. Comment vous voyez ça concrètement? Madame Beaulieu sourit, en tout cas. Oui. Mais ça va être M. Gravel qui va répondre. Parce que il y a... Est-ce que M. Gravel va répondre? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, là, de, si on... En tout cas, je veux vous entendre plus clairement, là, sur ça. En fait, ce qui nous apparaît clair, c'est que l'ouverture, en fait, la modification de la loi sur les appels d'offres, en fait, ce que ça a eu comme conséquence, et tantôt le chantier le disait, c'est que ça a été perçu comme une interdiction de faire du gré à gré. Et ça, c'est néfaste dans la mesure où il y a un paquet d'organisations d'économie sociale qui avaient développé, dans le cas des entreprises d'insertion, des ententes de collaboration. Je pense entre autres le tribunal de la jeunesse où on gère la cafétéria. Plein d'ententes qui se faisaient sur la base de pour la localité, parce qu'il y a des missions communes, on a
préféré faire affaire avec des organisations qui permettaient la réinsertion sociale de jeunes ou qui permettaient le développement local. Donc, ce genre d'entente-là qui était développée. Et maintenant, ce qu'on entend, c'est qu'il y a comme une réticence maintenant, comme s'il y avait une interdiction. On sait que la loi sur les appels d'offres publics, en fait, permet d'évoquer l'intérêt public. Et dans ce sens-là, nous autres, on pense que la loi cadre devrait venir camper que l'utilisation d'une entreprise d'économie sociale fait partie, dans le fond, de l'intérêt public. Il vient justifier l'intérêt public de ne pas utiliser le processus d'appel d'offres. Et nous autres, on aimerait bien que, dans le fond, quand il y a des contrats qui se perdent, que, dans le fond, la table puisse avoir une espèce de contrôle, de vigie pour recevoir, dans le fond, et analyser les dossiers, comment ils se sont réglés. C'est clair que ce qu'on vise par là, c'est pas de donner un privilège de maintenir nécessairement toutes les ententes de gré à gré, mais qu'il y ait vraiment une analyse de pourquoi un contrat qui a été donné de gré à gré depuis des années, on vient, dans le fond, passer à un autre mode, puis on décide de passer en appel d'offres. Parce que ce qu'on perçoit, c'est que présentement, il y a un souci de regroupement pour, dans le fond, faire les plus gros appels d'offres possibles. Et ça, dans le fond, ça vient disqualifier un certain nombre d'organisations qui ne sont pas nécessairement capables de soumissionner sur l'ensemble de la province, mais qui sont capables de soumissionner dans leur localité. Merci, M. Gravel. Il reste à peu près 1 minute et demie, M. le ministre. Oui, donc pour terminer, la question qui tue. Alors, qui devrait composer la table des partenaires? On rit, là. Hein? M. Gravel, c'est vous qui allez... Oui, bien, écoutez, je pense qu'il y a eu... Nous autres, on a hésité à faire une proposition de composition parce qu'on pense que c'est une loi qui est là pour durer pour longtemps, puis que dans la vie, les choses évoluent. C'est clair qu'il y a 2 joueurs importants que vous avez identifiés dans la loi cadre, qui sont pour moi des incontournables. Il y a les pôles régionaux qui pourraient avoir, dans le fond, une emprise. Et pour le reste, moi, je vous dirais que je pense que ça va vraiment en fonction des mandats. Puis je pense pas qu'on aurait avantage à venir camper dans la loi la représentation des personnes qui vont siéger sur cette table-là pour se donner une ouverture en fonction des dossiers. M. Gravel, Mme Beaulieu, c'était très clair. Alors, on vous remercie de votre présence, de votre présentation. Alors, je vais suspendre les travaux. Ah, bien, là, je m'excuse, je suis encore en train de faire la même erreur. 2 fois, je m'excuse. Alors, je m'excuse. Ah, non, je suis 2 fois dans la même journée, la même erreur. Alors, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, je m'excuse. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour de vous saluer, vous souhaitez la bienvenue, Monsieur Gravel, Madame Beaulieu. Vous amenez des éléments nouveaux et intéressants et complexes, parce que complexes dans le sens qu'il va falloir traduire vos préoccupations en loi. Et il va falloir trouver la façon d'évoquer les craintes que vous avez. Donc, je vais aller un peu pointu sur ces questions-là. On va aller page 3 de votre mémoire. Lorsque vous dites un des considérants, le deuxième, vous parlez du présent projet de loi issu de la mobilisation de personnes qui se sont regroupées pour produire des biens et des services contribuant ainsi au bien-être de leurs membres et de la collectivité. Vous aimeriez voir ça à l'article 3. C'est très précis puis c'est très, très utile. Je vous dirais c'est très utile, honnêtement. Ça va rendre notre travail de législateur plus facile lorsqu'arrivera le moment de faire l'article par article, parce que les consultations sont faites pour ça. Parce que derrière les recommandations que vous faites, il y a un objectif très clair et net et un résultat que vous recherchez. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où dans le projet de loi exactement, là, vous proposez de rajouter un 5e alinéa à l'article 3? Définition d'économie sociale à l'article 3. OK. Madame Beaulieu, la réponse est donnée, oui? C'est ça. Alors, oui, M. En fait, Gravel, peut-être avez-vous... pour préciser, là, dans le fond, quand on a fait la lecture du projet de loi, dans les considérants, il y avait une chose qui nous apparaissait fondamentale, c'est la question de d'où originent les organisations. Et c'est clair que nous autres, on est pour une définition large et inclusive de l'économie sociale,
Mais pour nous, dans le fond, un des éléments qui vient qualifier l'économie sociale, c'est d'où ces organisations-là sont issues. Et pour nous autres, la question de la mobilisation des collectivités, la prise en charge des collectivités, vient qualifier l'organisation d'économie sociale plus que des fois son statut de est-ce que c'est un OBNL ou est-ce que c'est une coop ou parce que entre autres dans le volet OBNL, puis d'ailleurs ça faisait partie d'une autre recommandation qu'on a faite dans l'analyse, c'est clair que la loi sur les OBNL couvre à la fois les organisations qui sont très démocratiques, issues des milieux, mais peut couvrir aussi des organisations d'intérêt. Il y a des OBNL que leur objectif, c'est simplement de gérer le secrétariat de bureau de dentiste. Mais c'est clair qu'on aimerait ça qu'il y ait une distinction entre ça et l'économie sociale. Merci, M. Gravel. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Parce qu'on revient ensuite à cette notion de bien-être dans le dernier paragraphe de cet article, mais vous le verrez quand même dans un cinquième petit point. Je vais revenir aussi à la question du ministre sur cette question de l'article 3, page 3, là, le paragraphe qui suit. Nous croyons et approuvons la limitation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 qui exclut les organismes qui seraient sous le contrôle d'organismes publics. Nous sommes d'avis qu'une entreprise d'économie sociale ne doit pas non plus être sous le contrôle décisionnel d'une ou plusieurs entreprises. Là, vous verriez donc une réserve, là aussi, à l'article 3. Pour nous, c'est clair que 3 entreprises privées qui décident de se mettre ensemble pour faire un OBNL, ça ne devient pas de l'économie sociale. C'est un consortium, c'est louable, c'est autre chose, c'est juste que ça ne fait pas partie de l'économie sociale. Donc, oui. Monsieur, Vous dites, Madame la députée. Oui, vous dites que c'est un article de définition. Peut-être c'est ailleurs dans la loi, mais vous voulez... l'important ici, c'est de traduire la réserve que vous avez. C'est peut-être pas nécessairement dans la définition, mais peut-être ailleurs. Okay. Effectivement, ça pourrait être ailleurs. Dans le fond, on l'a mis à l'article 3 simplement parce que l'exclusion des municipalités avait été inscrite à l'article 3. La députée? Avant d'arriver sur des questions sur le mandat, la composition et tout ça, parce qu'on revient toujours là-dessus, j'aimerais, parce tout le monde fait le même constat que vous et la même recommandation, mais j'aimerais voir dans le travail que vous faites, l'importance d'un portrait statistique. Tout le monde le dit, le souligne, que c'est un outil, vraiment un outil de travail important et d'évolution aussi par rapport, j'imagine, aux actions, puis de revoir les plans d'action aussi basés sur des portraits statistiques. Et vous parlez d'un outil de promotion, que ce portrait statistique devient un outil de promotion. Pourriez-vous élaborer un tout petit peu là-dessus? Monsieur Gravel. En fait, d'une part, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur le cadre conceptuel. Donc, c'est clair que c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Mais je vous dirais que le portrait statistique pour nous autres est extrêmement important parce que c'est à la base même de la reconnaissance. Présentement, quand les organisations d'économie sociale remplissent les demandes de Statistique Canada, l'analyse, mais en fait, l'ensemble de nos revenus autogénérés sont assimilés aux revenus autogénérés des entreprises privées. L'ensemble de nos employés sont considérés comme des employés d'entreprises privées ou dans certains cas par rapport à des OBNL. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de venir, dans le fond, reconnaître la contribution de l'économie sociale dans l'économie québécoise pour pouvoir en faire la promotion. Je pense qu'on est des joueurs importants quand on commence à compiler les chiffres et d'avoir un portrait statistique clair, bien défini, nous apparaît un incontournable. Madame Beaulieu, je pense qu'il y avait quelque chose à compléter. Oui, je souscris entièrement, mais c'était simplement pour ajouter, parce que ça a été abordé à quelques reprises, notamment dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, qui est un domaine très, très important pour la présence des entreprises d'économie sociale. Nous ne disposons pas
d'un portrait statistique clair sur tout à fait le nombre d'entreprises, leur présence, leur impact, nombre d'employés, revenus. Nous n'avons pas actuellement ce portrait-là, ce qui nuit beaucoup à notre capacité de prendre notre place dans ce secteur-là. Alors, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. En passant, vous avez mentionné Statistique Canada, mais vous parlez de l'Institut de la statistique du Québec parce que c'est vraiment, vous demandez à l'Institut ça serait plus sécuritaire, j'ai l'impression, dans le contexte actuel de Statistique Canada. Peut-être en venir au mandat. Donc, vous revenez, vous avez vu la recommandation du chantier d'économie sociale. Donc, vous êtes d'accord avec le mandat explicité là, mais vous avez repris les 4 grands éléments, là. Conseiller le gouvernement du Québec, assurer une synergie. Donc, dans les détails, vous êtes d'accord avec ce mandat-là. Est-ce que vous aviez vous avez un rajout? Faudrait que je le trouve, là, mais il me semble que vous aviez un rajout à ce mandat. Madame Beaulieu. Le rajout était l'élément de surveillance, en fait, de l'impact de l'ouverture des appels d'offres, mais également du maintien du gré à gré. C'était plus un élément de vigie. Merci, Madame Beaulieu. Madame la députée. Pour ce qui est de la composition de la table, bon, je pense que vous avez bien répondu. On pourrait peut-être imaginer des genres de critères pour cette table qui a ce mandat-là. De toute façon, c'est un mandat qui est très explicite. Donc, le chantier avait parlé évidemment, il y a certains organismes qui ont naturellement les compétences pour répondre à ce mandat-là. Donc, j'imagine juste simplement parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui veulent faire partie, puis c'est normal, parce que tout le monde joue un rôle important. Mais éventuellement d'avoir un genre de cadre. Peut-être vous amener sur le plan d'action. Parce que le plan d'action qui devrait être formulé. Voyez-vous l'utilité dans la loi de déjà évoquer les éléments qui devront être contenus dans ce plan d'action? Monsieur Gravel. Oui. En fait, la recommandation qu'on faisait par rapport au plan d'action est beaucoup en termes de reddition de comptes, où on disait que dans la loi, on aurait avantage à venir camper à date déterminée un processus de reddition de comptes qui serait présenté au gouvernement. Et on venait aussi rajouter, dans le fond, de donner les pouvoirs aux ministres de pouvoir interpeller les autres ministères, parce que c'est une loi cadre, pour pouvoir, dans le fond, avoir dans le fond, des rapports sur l'avancée des éléments qui sont compris dans le plan d'action. Madame la députée. Merci. Donc, à quelle fréquence vous verriez ça de faire cette reddition de compte? Monsieur Gravel, Madame Beaulieu. Écoutez, on n'a pas campé la fréquence. Ça, on laissait, dans le fond, l'autonomie, au ministre de venir le camper. C'est sûr qu'on parle d'une loi qui va être révisée aux 10 ans, avec un plan d'action aux 5 ans. Donc, dans le fond, nous autres, on se dit que si aux 2 ou 3 ans, il y aurait un rapport qui est fait sur l'avancée du plan d'action, ça semblerait une avancée. Madame la députée. Il y a un groupe après vous, la CRE de Montréal, d'ailleurs, qui recommande que dans un premier temps, ce soit un plan, je pense, de 3 ans. Non, puis ensuite 5 ans. Par la suite, juste parce que pour bien évaluer que tout est bien parti puis ça fonctionne bien, donc vous allez un peu dans ce sens-là. Oui, mais en fait, nous autres, on n'a pas beaucoup travaillé avec la question du terme. Ce qu'on se dit, c'est que c'est important que la mécanisme de venir rendre compte au gouvernement soit compris dans la loi et que l'autorité de venir interpeller les autres ministères soit inclus dans la loi. Pour nous autres, après ça, la question du temps, c'est pas nécessairement... c'est pas là-dessus qu'il y a pour nous autres un enjeu. On est conscient que ça va se faire de façon... Madame la députée. Oui, dans votre 10e recommandation, rajoutez à l'article 7 le fait de non seulement prendre en compte, mais aussi adapter les programmes existants pour s'assurer que les entreprises d'économie sociale aient accès aux mêmes facilités que les entreprises à but lucratif. Pouvez-vous donner des exemples?
dessus. Monsieur Gravel? Oui, ben en fait, l'exemple qui me vient le plus rapidement, là, parce que les entreprises d'économie sociale, les entreprises d'insertion chez nous, c'est toute la question de la recherche au développement, où les subventions, en fait, pas les subventions, où le financement pour la recherche et le développement sont en crédit d'impôt. Comme on est des OBNL, on n'a pas accès. Et c'est dans ce sens-là où on dit, ben dans le fond, il y aurait avantage à venir adapter pour que pour qu'on puisse transformer ces crédits d'impôt-là, soit en contribution gouvernementale, pour qu'on puisse développer le volet commercial de la même façon qu'une entreprise avec qui on est en concurrence là, dans nos activités commerciales. Madame la députée? Moi, j'ai pas d'autres questions. Je voudrais vous remercier. Vraiment très intéressant, votre mémoire. Beaucoup très détaillé, très intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui voudraient prendre la parole? Sinon, on peut passer. Il reste à peu près 3 minutes et demie. OK, d'accord. Alors, bonjour, Madame Beaulieu, Monsieur Gravel. C'est avec attention que j'ai lu votre mémoire. Et moi, vous prêchez à un convaincu en passant. Là, moi, je suis un ancien président de commission scolaire. On a fait plusieurs ententes avec des organismes sans but lucratif pour de la réinsertion sociale. J'y crois à 100%. Soyez assurés. Je reviens au point 11. À la page 9, là, lorsque vous parlez que vous souhaitez qu'il y ait toujours des ententes de gré à gré qui soient possibles. On sait que le gré à gré n'est pas trop à la mode de ce temps-ci, là. Et pour favoriser justement les organismes qui créent de la réinsertion sociale pour les jeunes ou les moins jeunes, qui fait en sorte qu'on laisse souvent une deuxième chance à des individus pour réintégrer le marché du travail. Est-ce que si un aspect prioritaire qui est accordé au SBL, est-ce qu'il peut se créer une compétition entre 2 OSBL ou 3 OSBL? Est-ce que vous avez pensé à cet aspect de compétition sur des organismes qui offriraient des services semblables dans une même région ou collectivité? Monsieur Gravel ou Madame Beaulieu? Monsieur Gravel? Ben, moi, je vous dirais, non, on n'a pas évalué cette option-là. Je suis pas sûr qu'on la retiendrait non plus. Dans la mesure où, souvent, ces ententes de partenariat-là sont développées en gré à gré, sont pas nécessairement développées au coût le plus bas, mais au juste coût. Et pour nous autres, la notion de partenariat et de juste coût, ça nous permet, dans le fond, et je l'ai déjà vécu avec des commissions scolaires par rapport à la gestion de cafétéria, ça nous permet de venir dire, dans le fond, il y a possibilité de travailler à livre ouvert et que, dans le fond, le coût de location des locaux vienne refléter l'état de la business, dans la mesure où on permet à l'entreprise de venir se modifier en fonction de comment le volume d'affaires va jouer. Et c'est cette espèce d'ouverture-là qu'on réussit à avoir dans des ententes de gré à gré qu'on voudrait pas, dans le fond, qu'ils soient complètement rendus impossibles sur la question de créer un appel d'offres. Faut pas oublier que l'appel d'offres n'engendre pas nécessairement le coût le plus bas. Il engendre le coût le plus bas perçu au moment où tu soumissionnes. Et la partie du risque que l'organisation va faire dans son appel d'offres, dans le fond, elle est estimée. Et quand tu es dans un mode plus partenarial basé sur le juste coût, mais tu vas pouvoir le réajuster en cours de contrat. Je ne sais pas si je suis clair à ce niveau-là. Monsieur Gravel, ceci met fin là, au bloc de l'opposition officielle. On va laisser la place aux deuxième opposition. Vous avez 4 minutes, Monsieur le député de Beauce-Nord. 4 minutes, c'est quasiment bon. Alors, bienvenue. Bienvenue à vous deux. M. Gravel, Mme Beaulieu, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais essayer d'y aller assez promptement, après avoir appris que c'est un ancien président de commission scolaire, parce que j'ai fait affaire beaucoup avec les commissions scolaires. Moi, j'ai dirigé une entreprise adaptée toute ma vie, ça fait que on était aussi. Mais vous me parlez qu'il y a des OBNL qui ne sont pas des véritables OBNL, des organismes à but non lucratif, qui ne sont pas véritablement ça. Mais une OBNL, ça se qualifie, c'est pas juste une lettre patente, ça se qualifie aussi avec la mission de l'entreprise. Si la mission, c'est de mettre ensemble des secrétaires de dentistes,
Elle peut bien être au BNL, là, mais elle peut pas passer à la rampe, là. Monsieur. D'après moi, est-ce qu'il faut vérifier la mission d'entreprise comme telle? Monsieur Gravel ou Madame Beaulieu? Oui, oui, vas-y. Moi, je pense que la mission pour nous autres, elle est incontournable. Ceci dit, dans le monde, je pense qu'on a avantage à être plus prudent que pas assez. Et dans le fond, le propre d'une organisation d'économie sociale, c'est que ça permet l'enrichissement collectif et non pas l'enrichissement individuel. Et c'est dans ce sens-là où on dit, d'une part, il faudrait peut-être revoir la loi pour pas que les OBNL soient tous mis dans le même panier, parce que c'est clair qu'il y a des organisations où où l'OBNL est un centre de coûts, là, puis ça peut être correct aussi, là. C'est juste qu'on veut pas que ces centres de coûts-là soient reconnus comme une entreprise d'économie sociale, parce que quand on regarde les autres éléments de la définition, on peut dire que c'est des organisations qui ont des décisions de façon démocratique. On peut dire, dans le fond, ils répondent. Et pour nous, dans le fond, la façon de se l'assurer, comme ça a été fait dans le cas des municipalités ou des paragouvernementales, c'est de dire, il faut pas que ces organisations-là soient sous le contrôle de une ou de 2, 3 entreprises privées. C'est un peu Merci, M. Gravel. Monsieur le député de Beauce-Nord, il reste à peu près une minute. Vous parliez aussi de créer une espèce de site pour avoir des statistiques de l'économie sociale globale au Québec, pour avoir les impacts et tout. Mais ça n'existe pas par les différents réseaux, ça, d'économie sociale. J'entends pour ça, vous devez avoir des statistiques pour tous les ateliers d'insertion, il doit y avoir des statistiques pour les entreprises adaptées, il doit y avoir des statistiques pour, je ne sais pas, les autres réseaux d'entreprises d'économie sociale. Alors, il n'y a pas moyen de colliger ça, non? Madame Beaulieu? Allez-y. Oui, on parle de l'importance d'avoir vraiment un portrait qui est global et qui est précis. Oui, il existe différentes compilations, mais je pense que c'est important de pouvoir mettre ça tout ensemble et que, par exemple, sous l'égide de l'Institut de la statistique du Québec, on puisse arriver à un portrait clair qui va nous permettre de prendre des décisions dans certains cas, qui va nous permettre de faire la promotion, d'avoir une idée beaucoup plus précise des marchés possibles, des collaborations qui sont possibles. Alors, je pense que ça dépasse le portrait maison là, qu'on peut faire, nous, avec nos moyens, mais on va vers quelque chose de plus scientifique. Je pense que c'est ce qu'on propose. Monsieur le député de Beauce-Nord, il vous reste pas La dernière chose, vous parliez des entreprises de récupération, et ça, j'ai trouvé ça surprenant, parce que la récupération au Québec est faite en majorité du temps par des entreprises adaptées. Et le Conseil québécois des entreprises adaptées a toutes les statistiques inimaginables là, sur les entreprises de récupération. Ils vont même donner le tonnage, puis comment il y a en bois poubelle, puis tout. Puis, le Conseil québécois des entreprises adaptées, ça m'a surpris que vous me parliez de ça. Madame Beaulieu? Écoutez, c'est parce qu'en gestion des matières résiduelles, il n'y a pas juste de la récupération, il y a toutes sortes de processus de transformation, donc de réemploi, de valorisation, et ces éléments-là ne sont pas toujours faciles à quantifier. Puis si on n'a pas dans certains secteurs, on n'a pas l'ensemble des détails. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des tonnages qui existent, mais je pense que le portrait pourrait être beaucoup plus précis. Alors, malheureusement, ceci met fin au bloc qui vous était alloué. Alors, nous vous remercions et je vais suspendre les travaux quelques instants. Et j'invite le prochain groupe à prendre place. Alors, merci, M. Gravel et Mme Beaulieu. Merci.